Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI, c'est l'heure du grand dossier. Aujourd'hui, cet enjeu, vous allez le voir, Trump parle de paix, l'Iran se réarme. De nouvelles photos satellites montrent comment Téhéran est en train en ce moment même de déblayer ses lanceurs de missiles. Et comment Washington s'y prépare. Dans cette émission, on va vous révéler les détails de la nouvelle armada américaine envoyée vers le golfe Persique. Le possible allongement de la durée du cessez-le-feu, signe peut-être de la complexité ou de la difficulté qu'ont les deux parties à reprendre le dialogue. Le nouveau coup de pression d'Israël, l'État hébreu se dit prêt à reprendre le combat si nécessaire. Et puis, autre point de contentieux naissant cet après-midi même, le blocus américain. Téhéran s'agace et menace. Je pense que ça peut être bientôt fini. S'ils sont intelligents, cela se terminera bientôt. Le général de division Abdollahi a souligné que si les États-Unis, agresseurs et terroristes cherchaient à poursuivre leur action illégale consistant à imposer un blocus maritime dans la région et à créer un climat d'insécurité pour les navires commerciaux et les pétroliers iraniens, alors ceci constituerait un prélude à la violation du cessez-le-feu. Et pour vous raconter tout cela, tous nos reporters sont mobilisés à travers la planète. Nous serons en direct du Liban, d'Israël, d'Iran, des États-Unis, bien évidemment du golfe Persique, pour tout comprendre, pour tout décrypter. Nos invités aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour Thomas. Merci d'être là, maîtresse de conférence à l'Université de Tours, spécialiste défense et sécurité. Le colonel Perduyang est également avec nous, consultant défense géopolitique. LCI, on va avoir besoin de vos lumières sur ce qui est en train de se passer en ce moment même, parce qu'il y a des neufs au niveau du blocus américain. Lucas Manger, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, grand reporter, spécialiste des relations internationales, et Hélène Bonnet, indispensable journaliste internationale LCI, pour tout comprendre de ce qui vient et de ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Vous connaissez peut-être l'expression « qui veut la paix prépare la guerre ». Ça date du IVe siècle, Végès pour ceux qui s'intéressent à cette époque-là. Et bien, au-delà des déclarations, des incantations des uns et des autres ces dernières heures, dans l'ombre, vous allez le voir, c'est un étrange et inquiétant ballet militaire qui se met en place. Pour dire les choses simplement, non seulement personne ne désarme, mais tout semble se mettre en place pour un deuxième round purement militaire. Avant de vous montrer comment, les toutes dernières déclarations de Donald Trump, le président des États-Unis, sur la question, interview accordée à la chaîne américaine Fox News. J'ai dû changer de stratégie, sinon l'Iran aujourd'hui aurait l'arme nucléaire. Et s'ils en avaient une, vous seriez obligés de parler sur un autre ton. Et vous ne voulez pas en arriver là. Vous n'arrêtez pas de dire « était ». Cette guerre est-elle terminée ? Je pense qu'elle est presque terminée, oui. Je la considère même comme très proche de la fin. Voilà, déclaration optimiste, volontariste, parce qu'on est dans une stratégie purement tactique. Soyons factuels d'abord avec vous, Hélène Bonnet. Quels éléments permettent à Donald Trump de dire que cette guerre est bientôt terminée ? C'est compliqué de savoir exactement quels éléments, parce que on a le sentiment et effectivement que des moyens militaires vont s'ajouter dans la région, des moyens qui a été annoncés. C'est plus qu'un sentiment. On a les chiffres, on va en parler tout à l'heure, et on sait précisément ce qui se dirige. Oui, voilà, on sait exactement. Mais c'était des moyens qui avaient été annoncés, qui sont en route et en passe d'arriver dans la zone. Donc, on a plutôt le sentiment que chaque camp se prépare à une éventuelle reprise des hostilités au cas où les négociations n'aboutiraient pas. Mais Donald Trump se montre effectivement confiant. Il laisse entendre effectivement que des négociations pourraient reprendre ce week-end, mais on a du mal à voir en coulisses ce qui avance. Et pourquoi lui se dit qu'il est optimiste. Alors le seul point peut-être, c'est justement ce blocus qu'il a mis en place et qui pour le moment a l'air de fonctionner en quelque sorte. Et peut-être que c'est en ça qu'il peut remettre un peu de pression sur les Iraniens et obtenir quelque chose, mais pour l'instant, rien n'a filtré. Lucas Manger, on a l'impression que c'était facile pour les Américains de quitter Islamabad. Plus difficile d'y retourner. On apprend, il y a quelques minutes à peine, que les Pakistanais seraient en Iran avec un message venant des États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut pour remettre ces négociations en ordre de marche? Il faut qu'un dialogue reprenne, et peut-être que le Pakistan, qui est d'ailleurs soutenu par la Chine dans cette initiative, va réussir. Il faut dire que le départ de J.D. Vance a été
très mal perçue de tous les côtés. Trop rapide, trop brutale aussi, avec la brutalité dont J.D. Vance est capable, alors que les Iraniens, eux, imaginaient, qui sont des grands habitués des négociations internationales, imaginaient que c'était une suspension qui pouvait durer quelques heures, voire une journée, mais qu'il y aurait un second round qui allait reprendre. Pour que les Iraniens acceptent de se remettre à la table des négociations avec les Américains, il va falloir qu'ils aient des garanties. Je pense au-delà de la question nucléaire qui est centrale et qui est loin d'être résolue, on sait que l'Iran est quand même en très grande difficulté économique. Il y a beaucoup plus que ce qui était imaginé. Il y a les pertes, enfin les destructions, dues à la guerre sont estimées autour de 200 milliards de dollars. C'est sans doute sous-estimé, mais surtout la population iranienne va subir assez vite les effets du blocus de Donald Trump. Donc il y a peut-être quand même les Iraniens ont peut-être aussi surestimé leur propre stratégie. C'est-à-dire que tout le monde s'est un peu surestimé dans cette négociation. Les Américains par leur puissance et les Iraniens en se disant on a le temps. Et puis une fois que la poussière des bombardements est retombée, là les Iraniens se disent est-ce qu'on peut tenir face à un blocus de plusieurs semaines? Mais le chiffre évoqué par l'Iran, c'est 270 milliards de dollars. Oui, voilà, 270 colossal. Cet optimisme du président américain est-il partagé aux États-Unis? Mathieu Karman, vous êtes sur place avec Julie Janus. Quelle lecture est faite du moment précis de cette guerre que nous vivons et des intentions réelles de Donald Trump qui annonce à la fois une fin de la guerre proche, mais aussi ne pas vouloir négocier sur certaines questions, comme par exemple la question du nucléaire? Eh bien, ce que l'on sait, Thomas, pour avoir discuté avec quelques Américains ici à Washington, avec Julie Janus, c'est que ces Américains sont plutôt optimistes sur l'issue de cette guerre en Iran. Et ils sont d'ailleurs plutôt pour que tout cela s'arrête, parce que il faut savoir que ce blocus dans le détroit d'Ormuz qui a débuté depuis le début de la guerre et ce contre-blocus mis en place par Donald Trump a un impact direct sur leur quotidien. Le prix du gallon ici a bondi depuis le début de la guerre, près de $1 supplémentaire par gallon. Ici, on parle du gallon, c'est l'équivalent de 3,7 litres pour l'essence, et donc ils veulent que tout cela s'arrête pour reprendre leur quotidien comme c'était le cas avant la guerre, parce que donc tous les prix augmentent et donc ils veulent que cette guerre s'achève. Mais ce que l'on comprend lorsque l'on écoute Donald Trump qui s'est exprimé à la télévision américaine ce matin sur Fox News, c'est qu'il explique que la guerre est bientôt terminée. Il dit que sa stratégie finalement c'est d'asphyxier l'Iran pour les forcer à revenir à la table des négociations. Le Wall Street Journal dit il y a quelques minutes bien que l'Iran et les États-Unis auraient accepté un nouveau round de négociations, et vous l'avez dit il y a quelques instants, une délégation pakistanaise serait en ce moment même en Iran pour forcer donc l'Iran à revenir négocier avec les États-Unis. On attend peut-être un nouveau message dans les prochaines minutes de Donald Trump pour savoir ce qu'il va décider sur la suite de cette guerre en Iran. Évidemment, Mathieu, vous le savez, mais dès que vous avez des informations complémentaires, vous nous rappelez, on vous mettra à l'antenne. On va y arriver, mais on ne cédera rien sur le nucléaire. C'est ce qu'a dit Donald Trump ces dernières heures. Est-ce que c'est possible? J'ai que des questions compliquées aujourd'hui. Pardon. Merci Thomas. Non, c'est une question. On imagine mal. Alors, pour rappel, quand même, dans son premier mandat, c'est là où il retire les États-Unis de JCPOA en disant que c'était une mauvaise. Donc cette traité, cette négociation justement sur le nucléaire iranien qu'il trouvait déjà mauvais. On a entendu donc dans les médias américains que ils avaient proposé 20 ans comme durée sans enrichissement, et que en échange les Iraniens ont proposé un seul chiffre. On ne sait pas quel était ce seul chiffre. On peut imaginer que c'est un des points, et pas le seul, où il y a un véritable blocage. Et on imagine mal un homme qui a quand même... Si on parle beaucoup de volatilité avec Trump, un de ses points fixes, c'est un peu cette question du nucléaire iranien, et même de l'Iranien, de l'Iran, même avant qu'il soit politique. On a un peu de mal à imaginer qu'il cède sur ce sujet, et on imagine mal aussi les Iraniens. Même si, et je rejoins Lucas, la question économique va devenir assez... Il ne faut pas oublier que le janvier, c'était aussi à cause des problèmes économiques. Donc ça va devenir assez rapidement problématique. Alors, évidemment, on a entendu Mathieu Karman nous expliquer que pour l'instant, Donald Trump avait la confiance d'une partie des Américains pour mettre fin à cette guerre. Il a aussi la confiance du vice-président. Écoutez J.D. Vance. Pour l'instant, le cessez-le-feu tient.
Et ce que vous voyez, c'est que le président veut conclure. Il ne veut pas se contenter d'un petit accord. Il veut conclure le grand compromis. Et ce qu'il propose essentiellement à l'Iran est très simple. Et franchement, c'est quelque chose qu'aucun président, je pense, n'a jamais eu la capacité de proposer. Voilà, je vous propose de jeter un œil sur les cartes pour faire le point sur la situation du blocus en cours, parce qu'il agace beaucoup ce blocus du côté iranien ces dernières heures. Selon les dernières informations, au moins 6 navires ont été refoulés par l'armée américaine. Un bâtiment serait passé pour entrer, cargo iranien, mais il serait passé à vide. Alors, qu'est-ce que sait-on et qu'est-ce que cela nous dit du dispositif ? D'abord, 2 choses. La première chose, il y a une densité absolument incroyable de bâtiments qui attendent soit pour entrer, soit pour sortir. On le voit d'ailleurs très bien sur ce graphique, en rouge et en vert, on voit qu'il y a une quantité impressionnante de bateaux qui attendent. Premier point. Le deuxième point, en fait, un blocus, c'est pas une frontière, c'est pas un barbelé linéaire. On voit que les Américains ont mis en place un dispositif relativement conséquent. On parle d'une douzaine, même une vingtaine de bâtiments de guerre qui contrôlent les sorties. Mais ces sorties-là ne sont pas contrôlées au niveau d'Ormuz. Elles sont contrôlées à partir de la frontière, globalement la frontière avec l'Iran et l'Afghanistan. Donc là, on est sur un modèle qui est extrêmement Pakistan, extrêmement éloigné comme d'Ormuz. Donc il y a globalement 1000 kilomètres pour rejoindre ici. Ce qui veut dire que les Américains ont mis en place un dispositif dans la profondeur. Alors évidemment, quand un bateau arrive, qu'est-ce qui se passe ? Comment fait-on ? C'est de la technique pure et dure. On contacte le bâtiment, on lui dit d'arrêter, de pas s'arrêter. Donc certains vont essayer, certains s'arrêtent, certains vont essayer de continuer. Maintenant, bien évidemment, les Américains ont 2 possibilités s'ils veulent arrêter le bateau. La première possibilité, c'est de monter à bord, donc de la raisonner, avec des éléments terrestres, puisqu'aujourd'hui les Américains ont mis en place en gros 10 000 hommes qui sont en place sur des bateaux comme le Tripoli, du corps des Marines, qui sont dédiés à cette activité. On vient avec des petits bâtiments, avec des petites vedettes, ou éventuellement avec un hélicoptère, on se pose sur le bateau et on arraisonne le bateau. Ça, c'est la solution, je dirais, la plus pratique. Aujourd'hui, les Américains ne l'ont toujours pas fait. Aujourd'hui, les bateaux, de façon générale, s'arrêtent. Donc très concrètement, on tire pas sur les bateaux, on va les arrêter. Donc vous avez des opérations terrestres, en tout cas aéro-maritimes ou terrestres, dans lesquelles vous avez des éléments qui prennent le contrôle du bateau, on mouille l'ancre, le bateau s'arrête. Ça, c'est le côté américain. Colonel, il y a quelque chose de fondamental ces dernières minutes, c'est que Téhéran a haussé le ton concernant ce blocus. Ils en ont assez, ils s'agacent, ils menacent. Alors, on va évidemment évoquer ce que pourraient faire les Iraniens. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, mais il y a une hypothèse dont on n'a pas parlé et qui est évoquée par un ancien officier de la marine américaine qui parle, lui, d'un risque d'essaim de drones lancés vers les bateaux américains. D'abord, est-ce que c'est réel ? Et quelles sont les capacités américaines en matière de défense pour les drones ? Alors, premier temps, les Américains ont 2 menaces. La première, c'est les vedettes rapides. La côte est beaucoup trop loin. Donc, c'est une menace qui est relativement distante. Le point le plus important, effectivement, on sait que les Iraniens sont efficaces dans le domaine des drones. Donc, on peut imaginer une espèce de dispositif, je dirais, aéromobile ou en tout cas aérien iranien qui enverrait des essaims de drones en direction des bâtiments. Ça, c'est le vrai risque aujourd'hui que peuvent éventuellement courir les bateaux. Alors, bien évidemment, les bâtiments de la marine américaine pourront bloquer 3, 4, une dizaine de drones. Mais c'est extrêmement compliqué, de résister à quand même un afflux de... On parle de drones type Shahed, drone qui peut faire une centaine de drones, milliers de kilomètres. C'est possible. Ouais. Et les Américains et les Iraniens procèdent souvent avec une méthode dite de la saturation. Soit c'est pour les missiles, soit pour les drones. Donc c'est pas impensable. Ceci étant dit, à bord des bâtiments de guerre, vous avez une espèce de bulle qui les protège avec des missiles et avec cet engin qu'on voit derrière moi qui s'appelle le Phalanx, qui est un engin qui lâche des obus de 20 mm à une cadence de 4000 coups minute. C'est phénoménal. Donc en fait, c'est géré par un radar. Donc automatiquement, le radar va amener cet engin sur les drones. Et en fait, il peut changer de cible quasiment en quelques secondes. Donc c'est un engin extrêmement rapide. Donc ça protège évidemment l'ensemble des bâtiments de la marine. Ils sont tous équipés avec ce genre d'engin. Et puis il y a aussi évidemment les hélicoptères qui peuvent aussi servir à abattre des drones. Merci, et les colonel. A-10 qui ne sont pas bien loin. Pas bien loin non plus. On va se rasseoir. Ce blocus, évidemment, c'est une arme économique avant tout du qu'à manger. Les Américains disent que 80% de l'économie iranienne dépend du commerce maritime. C'est intéressant. Bah oui, c'est très intéressant et c'est sans doute assez vrai, en tout cas très proche de la réalité. L'Iran est un pays qui a un besoin absolu de ses ports. Il en a beaucoup. Donc, notamment pour les produits, on parle beaucoup du pétrole et du blocus du pétrole et du gaz, mais l'Iran importe énormément de produits alimentaires, de denrées de première nécessité, mais aussi de toutes les pièces pour son industrie. On pense qu'il y a aujourd'hui des millions
d'Iraniens, on sait peu de choses, au chômage, tout simplement parce que les usines ont été bombardées, les entreprises ont été bombardées, il n'y a plus grand-chose pour faire travailler les Iraniens. Donc l'inquiétude, elle est là. L'Iran, qui a joué avec l'idée de ce blocus, se retrouve aussi piégé dans ce blocus. Ce qui nous frappe, nous, évidemment, ces dernières heures, c'est les informations qui nous viennent des principales forces militaires, et notamment du côté des États-Unis. Dernier chiffre publié par le Washington Post aujourd'hui, 10 000 soldats américains en plus, en route en ce moment même, vers le golfe Persique, des dizaines d'avions, un porte-avions, des navires de renfort qui viennent, eux, de partir d'Hawaï, qui devraient être sur place d'ici 1 à 2 semaines. Hélène Bonnet, pourquoi un tel déploiement quand, dans un même temps, on l'a entendu, Donald Trump dit que la fin de la guerre est proche? Oui, mais il n'en a aucune garantie. Donc, en fait, il a besoin de ne pas lâcher son dispositif pour le moment. Et c'est justement au plus fort de la tension, de la négociation qu'il faut montrer ses muscles, en quelque sorte. Donc, il y a ce blocage, mais il y a aussi les moyens qui avaient été annoncés et qui vont arriver sur place. C'est une manière, il faut imaginer ça comme un bras de fer, c'est-à-dire que chacun se tient par le poignet, gonfle ses muscles, ne veut rien lâcher. Il va pas annoncer que finalement ces hommes ne se rendent pas sur place. En tout cas, pas tant qu'il n'y a pas une issue à ce conflit. Et puis, si jamais effectivement ça ne marche pas, ça lui laisse une option supplémentaire pour continuer des frappes ou toute autre opération militaire de son choix, en fonction de ce que l'armée aura prévu. En quelques mots, colonel, j'aimerais vous montrer des images. Regardez, appareils militaires américains sur l'aéroport Ben Gurion. Est-ce qu'on les a, ces images, hein? C'est des ravitailleurs, voilà, des KC-135 par dizaines. Regardez, c'est absolument spectaculaire. Qu'est-ce qu'on fait avec cette armada? Qu'est-ce que ça nous dit dans les intentions militaire des Américains actuellement? Alors d'abord, la planification américaine est telle que ça a été planifié il y a déjà plusieurs semaines. Donc la machine se met en route, remplir les containers, prévenir les unités, elle se prépare, veut dire ça prend un temps fou. Donc, ça n'a pas été décidé hier, c'est ce que vous nous dites. Non, bien sûr, ça s'est lancé depuis plusieurs semaines. Donc la planification est en cours. Le George Bush n'est pas encore arrivé. Il est au large de la Namibie à l'heure où on parle. Donc on voit tout ça, c'est des modèles extrêmement lents. Et donc Trump, de façon à mon avis justement, il a raison de le faire. Encore une fois, comme vous le dites fort bien, en fait il est resté sur son modèle. Donc il reste présent. Donc en fait, il va monter en puissance. Ça fait partie de sa dissuasion, d'autant que depuis la fin, en tout cas depuis l'interruption des discussions à Islamabad, il est plutôt en situation confortable. Il n'est pas dans le rapport de force où on tire des missiles de tous les côtés. On est sur un modèle économiquement acceptable. Donc ça fonctionne. Donc le système marche très bien. Il va y avoir des relèves qui vont se mettre en place. Donc ils tiennent le dispositif. En même temps, un blocus, vous savez, c'est plusieurs semaines de présence. Ça a commencé à 3 jours, donc c'est un peu trop tôt pour en voir les effets. Donc tout ça, c'est une mise en place, une espèce de décor qui se met en place. Après, on verra ce que font les Iraniens. Pour l'instant, les Iraniens, point de suspension, il ne faut pas grand-chose. Il faut aussi alimenter la machine, c'est ce que vous nous expliquez. Alors, normalement, fin de cessez-le-feu, si l'on prend la date initiale, dans 1 semaine, pile poil, sauf prolongation, parce que ces dernières heures, certaines sources nous font savoir que ce serait envisagé. Ce que démentent les Américains, alors là, tenez-vous bien, parce que c'est en train de tomber à l'instant même. Plusieurs sources évoquent des discussions qui progressent entre l'Iran et les États-Unis, qui se rapprocheraient, je mets tout cela au conditionnel, d'un accord cadre, c'est ce que disent 2 responsables américains. Pourquoi autant de flou ? Pourquoi est-ce aussi compliqué? On est à 1 semaine du cessez-le-feu initial. On nous parlait il y a quelques heures encore d'un prolongement de ce cessez-le-feu, mais sous des conditions compliquées. Les Américains démentent immédiatement. Et là, on nous dit, peut-être que, selon 2 responsables américains qui avaient démenti l'allongement du cessez-le-feu, il y aurait une possibilité d'accord. Encore une fois, pardon pour la question. Alors, je suis pas dans la pièce et je suis pas dans la tête des responsables américains, mais 2 choses. Alors, pourquoi un tel écart? Enfin, si on regarde juste avant Islamabad, les demandes iraniens et américains, on était sur 2 planètes totalement différentes. Donc, il y a quand même énormément de travail et en même temps, avec cette blocus qui peut durer. Et là, on est sur quelque chose de très différent de ce qu'on a vu avec les frappes massives. Ça peut durer économiquement, pour les Américains, on n'a pas besoin d'autant d'argent, autant de ravitailleurs. Enfin, ça peut se maintenir. Et je pense que les Iraniens se posent quand même la question, parce que là, pour le coup, ils sont bloqués. Notamment ce régime qui vit de ce pétrole qui était exporté. Ils se posent la question quand même de négocier. Du côté américain, on est dans une année électorale qui se rapproche. Et il faut une victoire aussi à un moment. Et on peut imaginer qu'il y a cette envie, on ressent cette envie des 2 côtés d'une accord. Faut pas oublier dans l'équation Israël, qui était au début de la guerre, qui a probablement beaucoup
poussé Donald Trump à la faire et qui, eux, regardent cette négociation probablement avec attention, parce que pour eux, l'affaire n'est pas du tout terminée. L'objectif de Netanyahou, c'est le programme nucléaire iranien et d'y mettre fin. Et donc, il doit faire les Israéliens, qui sont par ailleurs dans des négociations avec le Liban de l'autre côté, mais doivent être très très attentifs à ce qui est en train de se passer. Parce que si pour eux, le régime militaire qui est en place en Iran garde l'arme nucléaire et que les avoirs gelés aux États-Unis sont débloqués, ils ont tout perdu. Allons-y en Israël, justement, retrouver Bethsabée Salem qui nous attend sur place, notre correspondante. Bethsabée, j'ai lu aujourd'hui que les autorités affirment, autorités israéliennes évidemment, affirment être prêtes à reprendre le combat. Est-ce que j'ai bien lu ? Alors, j'ai pas vu cette formule exactement, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend surtout dans l'armée. D'ailleurs, il y a quelques minutes à peine, le chef d'état-major, Eyal Zamir, a averti, il a dit « Nos avions sont prêts, ils sont armés, et nous avons approuvé justement hier, a-t-il dit, les plans pour la suite, que ce soit au Liban et en Iran. » On voit que l'armée est prête à agir, et d'ailleurs, les États-Unis aussi, selon des hauts responsables de Tsahal, eh bien, l'armée américaine déploie quotidiennement des renforts terrestres au Moyen-Orient. Et preuve de la coordination entre ces deux armées, hier, c'est le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, eh bien, qui se trouvait en Israël, donc avec ces deux armées qui élaborent des plans d'attaque au cas où, eh bien, les hostilités reprendraient. Il faut savoir qu'il y a une question qui est centrale à la fois pour Israël et pour les États-Unis, c'est la question de ce stock d'uranium enrichi, vous savez, qui à court terme pourrait devenir une dizaine d'armes nucléaires. Eh bien, ce stock-là doit être retiré. C'est ce qu'a dit et Israël à plusieurs reprises et les États-Unis. Alors comment il peut être retiré ce stock ? Eh bien, soit par la force, soit par le biais d'un accord. Or, ce qu'on estime en Israël, c'est que ce cessez-le-feu, il a été décrété trop tôt, que le régime iranien n'est pas encore assez affaibli et que donc il n'acceptera pas ce genre de conditions. À l'heure actuelle, on estime plus en Israël qu'on se dirige vers une reprise des combats, même si ce n'est pas forcément dans les toutes prochaines heures. Merci beaucoup, Bethsabée Salem, pour ces précisions capitales. Israël, donc, qui est en train, via son armée, de discuter avec le patron de l'armée américaine dans la région pour la suite. En bilatéral en plus, qui est assez humiliant pour les Français, qui auraient pu se sentir partie prenante de la discussion, parce qu'on est proche des Libanais, et là on paye un peu le prix fort, c'est que les Américains parlent avec les Israéliens, et puis évidemment que les Libanais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, en fait la tendance générale n'est pas mauvaise. Pourquoi ? Encore une fois, le problème c'est le prix du baril. Il est en dessous des $100. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour les Israéliens et pour les Américains, la situation est plutôt verte. On va peut-être vers une amélioration du dispositif. Encore une fois, le prix du baril, comme les élections de mi-mandat, elles sont déterminantes dans l'attitude des Américains. Parce que la situation est en train d'évoluer, on a appelé Raphaël Jérusalemi. Bonjour, ancien officier du renseignement militaire israélien. Vous venez d'entendre probablement ce qui a été dit par Bethsabée Salem, notre correspondante en Israël. Est-ce que l'État hébreu, selon vous, a les moyens de repartir au combat en Iran ? Alors, non seulement il en a les moyens, mais surtout il n'a pas le choix. Pour nous, la menace demeure, la menace nucléaire, la menace balistique, car tant que le régime des mollahs / les gardiens de la révolution seront au pouvoir en Iran, ces menaces nucléaires et balistiques demeureront. Ils n'abandonneront pas leurs ambitions. Et donc, nous n'avons pas le choix, mais effectivement, nous avons les moyens de continuer ce combat, et en fait nous sommes freinés dans notre élan par le cessez-le-feu imposé par la Maison-Blanche. C'est intéressant, vous êtes tenu par quoi ? Quand je dis vous, pas vous, Raphaël Jérusalemi, j'ai vu que votre petite valise était prête, on ne sait jamais ce qui peut se passer juste derrière vous, mais vous êtes tenu par quoi ? Par Donald Trump, par la capacité de défense israélienne. On a beaucoup parlé ces dernières semaines en Israël, on lit la presse, nous aussi ici, israélienne. Il y a une question par exemple sur le nombre d'intercepteurs qu'il va falloir continuer à produire en masse, parce que beaucoup ont été utilisés ces derniers mois, si je remonte au mois de juin dernier. Qu'est-ce qui tient Israël en ce moment ? Non, c'est la politique, parce que sur le plan des intercepteurs, c'est une question de choix et d'économie de guerre, de ne pas gaspiller les intercepteurs les plus chers et les plus efficaces. Par exemple, Arrow 3, la flèche 3,
qui est le missile anti-missile le plus performant israélien, qui détourne les missiles balistiques dans l'espace même, au-dessus de l'atmosphère. Et là, on a accéléré la production de ces missiles, qui sont d'ailleurs vendus à travers le monde, à l'Allemagne, aux Indes. Vous avez le dôme de fer, qui est le principal moyen de défense antiaérienne. Et là, nous dépendons beaucoup des Américains pour les munitions du dôme de fer, mais dans l'ensemble, il y a un choix à chaque fois à faire avec quel missile intercepter quoi, mais en ce moment même, le véritable frein, c'est un frein politique américain, la Maison-Blanche qui impose donc un cessez-le-feu, peut-être même par rapport au Hezbollah ce soir, un cessez-le-feu aux Israéliens. On a entendu ces rumeurs, pour l'instant il ne s'agit que de rumeurs, donc on ne va pas y revenir à présent, une fois que c'est confirmé. Évidemment, on vous en parlera, on essaie de vérifier tout ça. Restez avec nous s'il vous plaît encore quelques instants. Raphaël Jérusalemi, c'est ça, c'est la pression de Trump sur Netanyahou, parce qu'on voit que ce sont à la fois des alliés et parfois que la tactique, les intérêts des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Les intérêts sont très clairement pas les mêmes. On se rappelle quand même qu'Israël, c'est pour la région et pour les États-Unis, ils sont très loin de ces questions. Et on l'a vu à plusieurs reprises, quand les intérêts des Américains demandent que Trump appelle Netanyahou pour dire arrête, il arrête. On l'a vu en juin, on l'a vu sur Gaza, on l'a vu effectivement sur cette question du cessez-le-feu au Liban, si ça se confirme. Donc effectivement, là, moi je rejoins ce qu'on disait avec Lucas, je pense pas que les Israéliens iront sans les États-Unis et certainement pas sans l'aval des États-Unis. Alors, tout est prêt côté militaire, c'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'Israéliens et Américains se parlent. Les patrons des deux armées dans la région se sont encore vus il y a quelques heures. Mais là, le blocage, il est politique. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça nous dit aussi quelque chose, peut-être, de ce qui se passe de l'autre côté, du côté des négociations. Oui, parce que Donald Trump a tout intérêt à essayer d'avancer différemment, à ce que ça ne reprenne pas, que les hostilités ne reprennent pas. Et c'est en ça qu'il diverge des Israéliens. Et puis, il a aussi son opinion publique. C'est-à-dire, souvenez-vous, cet article du New York Times qui raconte vraiment dans le détail comment Donald Trump a été convaincu par Benjamin Netanyahou d'entrer en guerre. Ça, je pense que vis-à-vis de la base électorale de Donald Trump, c'est très peu flatteur. Donc, si à un moment, il doit siffler la fin de la récréation et forcer Netanyahou à ne pas aller plus loin, il va le faire. Je dirais, il ne peut pas se laisser dépasser par les Israéliens. Et donc, il va être très attentif là-dessus. C'est lui qui va essayer de rester maître du... Vous restez avec nous, mesdames, messieurs. Dans un instant, on va parler du déblaiement des lanceurs de missiles côté iranien. Réarmement, vous allez le voir, c'est incroyable, avec des photos d'observation satellite qui sont vraiment parlantes. Vous allez voir que les Iraniens se préparent aussi à la suite, quoi qu'elle puisse être, parce qu'on a parlé des Américains, des Israéliens, mais ce ne sont pas les seuls. Nous retrouvons évidemment Raphaël Jérusalemi pour qu'il nous décrypte un peu les images que nous avons découvertes tout à l'heure. Et puis nous irons sur place évidemment aussi en direct en Iran pour voir ce que pense le régime. Une toute petite pause, on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous. Vous regardez le grand dossier. Soyez les bienvenus sur LCI. Tout le monde, semble-t-il, veut un accord et tout le monde se prépare à la reprise des combats. Et c'est cela dont on vous parle dans un instant, dans ce grand dossier. Mais juste avant, l'essentiel de l'information ce mercredi à 17h20. Pas question d'instaurer un blocage des prix des carburants à la pompe, mise au point du gouvernement et réaction face à une levée de boucliers des distributeurs. Un décret est à l'étude, mais ne concerne qu'un éventuel encadrement des marges. 4 nouveaux suspects interpellés, placés en garde à vue ce matin en lien avec l'évasion meurtrière de Mohamed Amra. Il y a 2 ans, 2 agents pénitentiaires avaient été tués. Une quarantaine de personnes au total sont déjà mises en examen dans le cadre de cette affaire. Et puis de nouvelles frappes d'Israël au Liban, dans le sud du pays, sur la banlieue de Beyrouth, bombardements qui interviennent après l'ouverture de discussions historiques entre les deux pays hier aux États-Unis. Israël dit avoir visé plus de 200 cibles du Hezbollah au cours des dernières 24 heures. Voilà pour l'essentiel. Une image à vous montrer, image qui vient de nous parvenir. Vous allez le voir, c'est en Iran que ça se passe et c'est le chef d'état-major du Pakistan qui est arrivé sur place, donc porteur d'un message américain pour la partie iranienne. Il semblerait
selon plusieurs sources américaines, notamment le site Axios, généralement bien informé, eh bien que les choses avancent en matière de négociation. Nous allons en parler avec Hélène Bonnet, journaliste internationale LCI, avec Elisabeth Shepard-Sellam, maîtresse de conférences, directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours, avec le colonel Pierre de Jong, consultant défense géopolitique LCI, et avec Lucas Manger, grand reporter spécialiste des relations internationales. Raphaël Jérusalemi est toujours avec nous, ancien officier du renseignement militaire israélien. On va avoir besoin de vos lumières. Avant de vous entendre, messieurs, dames, je vais demander à Hélène Bonnet de me rejoindre devant notre écran géant. Hélène, parce qu'on a des images eh bien, assez impressionnantes, images satellites diffusées par la chaîne américaine CNN, qui montrent comment les Iraniens se préparent à ce qui pourrait être une reprise des combats. Oui, absolument, Thomas. Alors, regardez ces images satellites. Vous apercevez ici, en noir, ce qui semble être des engins de chantier. Donc, ces images ont été publiées le 10 avril par Airbus. On aperçoit donc ces engins de chantier pour déblayer l'entrée de ce qui est un site de missiles iranien. Il se trouve près de Tabriz, donc c'est au nord-ouest de l'Iran. Et ce site, il a été visé lors des 40 premiers jours de guerre par les Américains. Alors, vous savez que les Américains n'ont pas les moyens de détruire en profondeur tous ces sites de missiles, mais donc ils ont ciblé les entrées. Et ce que sont en train de faire, ce que montrent ces images les Iraniens, eh bien, c'est d'essayer de déblayer l'entrée de ces sites pour accéder à nouveau à leur arsenal. Même chose dans une autre ville, Romaine, donc des images pareilles satellites qui datent du 10 avril, qui montrent là encore des opérations de déblaiement. Donc vous voyez ces engins. Et 10 avril, c'est 3 jours après le cessez-le-feu. Ça montre bien que comme les Américains, les Iraniens profitent de cette accalmie pour se réarmer en vue d'une potentielle reprise des hostilités. Oui, et ce que l'on sait évidemment, c'est que les Iraniens n'ont pas attendu le cessez-le-feu pour se repréparer, si j'ose dire. Ce n'est pas la première fois. Ils conservent évidemment donc des capacités. De ces capacités, que sait-on, Hélène ? Alors, ce que l'on sait, c'est que le 3 avril, vous voyez, le New York Times, c'est-à-dire donc 8 jours après, avant le cessez-le-feu, eh bien, des sources américaines s'étaient confiées à ce journal américain en expliquant déjà que l'Iran déterrait des silos, des bunkers pour récupérer leur arsenal, et ça juste après les attaques américaines. Donc ça, c'est pour montrer qu'effectivement, et ça ne date pas d'après le cessez-le-feu. Et puis sur la question des moyens balistiques, eh bien, on sait que l'Iran s'est préparé dès juin 2025, après la guerre des 12 jours, à un nouveau conflit avec les États-Unis. Les estimations avant la guerre qui a démarré en février, c'était que l'Iran pouvait posséder entre 2000 et 6000 missiles, mais sans réelle certitude. Alors, il existe plusieurs évaluations du renseignement américain pour essayer de savoir un petit peu ce qui reste. Fin mars, donc c'est-à-dire une dizaine de jours avant le cessez-le-feu, Reuters faisait savoir qu'un tiers de l'arsenal des missiles avait été détruit, mais il y a une incertitude sur tout le reste en fait. Est-ce qu'il y a eu des destructions ? Est-ce que ces missiles sont toujours enfuis ? Ça reste assez flou. Et puis début avril, eh bien, CNN a pu recueillir une nouvelle évaluation, cette fois qui parle des lanceurs de missiles. Et bien sur ce point, l'Iran posséderait encore la moitié. La moitié des lanceurs de missiles. Passionnant ce que vous venez de nous dire. Raphaël Jérusalemi, on vous a rapidement aperçu sur notre écran géant. J'aimerais vous poser une question toute simple. Qu'en est-il véritablement des capacités iraniennes ? Est-ce qu'ils peuvent être prêts à reprendre le combat ? Et dans quelle mesure et dès quelle date finalement ? Alors, les estimations de ce qu'il leur reste, c'est à peu près 1000 missiles balistiques minimum et à peu près 200 rampes de lancement, dont certaines sont mobiles et donc difficiles à détecter et intercepter. La clé du problème, c'est effectivement leur capacité de tirer ces munitions. Et l'une des solutions qui est vraiment facile à gérer, c'est qu'ils ont enterré tout ça très profondément dans des tunnels et qu'il suffit donc de boucher les entrées et les sorties. Alors c'est vrai qu'ils ont des bulldozers pour aller déblayer les gravats, mais en fin de compte, cessez-le-feu mis à part, c'est 2 minutes de bombardement pour détruire les entrées et les sorties, et c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans le cas de Fordo et Natanz, ça serait même plusieurs mois, pour déblayer tous les gravats qui bloquent ces entrées et ces sorties. Alors il faut à chaque fois, bien sûr, que les Israéliens se regroupent, se redéploient, repartir au combat et redétruire. Une chose est certaine, je termine là-dessus, ces préparations des Iraniens devraient tout de même faire réfléchir Donald Trump quant à la sincérité de leur approche dans les négociations.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, on va vous retrouver tout au long de cette émission parce que les choses sont en train d'évoluer une fois encore à grande vitesse. L'Iran s'agace ces dernières heures aussi et elle menace de verrouiller la mer Rouge si les États-Unis continuent leur blocus. Moi je vais vous poser une question un peu idiote, est-ce que Téhéran a les moyens de verrouiller cette mer Rouge? Téhéran seul non, mais ils ont un moyen avec les Houthis. Alors on a peu entendu les Houthis ces dernières semaines. Il y a eu, je crois, 3 tirs de missiles. Donc les Houthis, pour mémoire, sont ces rebelles yéménites très proches des Iraniens, soutenus et financés militairement par les Iraniens, et qui ont mené une guerre à l'Arabie Saoudite. Mais les Houthis peuvent être en mesure de tirer des missiles sur des navires qui passent le détroit de Bab el-Mandeb, en face de Djibouti, où il y a une forte présence militaire américaine, française, chinoise. Donc c'est un détroit très très important. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Ils ont été, il faut rappeler, bombardés par les Américains pendant 9 mois en continu quasiment. Donc une grande partie de leur arsenal militaire a été, sinon détruit, du moins largement abîmé. Mais ils ont cette capacité, il suffit d'un tir bien ajusté sur un navire et la mer Rouge est fermée, ce qui veut dire canal de Suez fermé, ce qui veut dire que là on a une économie mondiale, une économie maritime mondiale très largement à l'arrêt et très largement bloquée. Ils ne l'ont pas fait encore une fois. On sait que les Iraniens l'auraient souhaité à un moment de la guerre. Il semblerait que les Houthis aient été un peu calmés par les frappes américaines quand même. Oui, vous demandez ma question, j'allais vous demander, mais pourquoi ce manque de soutien finalement? Alors, soit ils n'en ont pas vraiment la capacité, soit ils ont décidé de jouer l'accalmie et d'attendre plus tard. Ils ont eu, semble-t-il, différentes pressions de la part de pays du Golfe qui leur ont dit ne touchez pas à la mer Rouge. Bon, pour l'instant, en tout cas... Mais ils peuvent le faire. Effectivement, ça reste une option, mais ça n'est pas fort heureusement arrivé jusqu'à présent. L'une des autres questions qui se pose aujourd'hui est cruciale évidemment pour la suite de ce qui va se passer, c'est de savoir avec qui parlent les Américains, qui décide en Iran. Washington parle à la fois de changement de régime, vous le savez, et d'interlocuteurs plus modérés. Pas forcément ce qui ressort de nos informations à nous, ou de ce que raconte par exemple le Wall Street Journal. J'aimerais vous montrer le visage de 3 hommes. Le successeur par exemple d'Ali Larijani, le nouveau conseiller militaire du nouveau guide suprême ou encore le nouveau commandant en chef des gardiens de la Révolution. Ces 3 hommes ne sont pas franchement des modérés sur cette question du régime. Comment ou pourquoi seraient-ils plus disposés à négocier que les autres? Peut-être par intérêt personnel et stratégique. On les connaît mal. Pour être honnête, enfin moi je les connais mal. J'ai lu comme vous et comme nous tous autour de cette table des informations sur eux. On sait que ce sont des durs du régime. Ce qui se passe en Iran, de ce qu'on en comprend, c'est que la partie religieuse du pouvoir a été écartée par ces militaires, qui sont parmi ceux qui ont organisé la répression de la population et des jeunes notamment au mois de janvier, et qu'ils auraient écarté un certain nombre des religieux qui étaient dans les cénacles du pouvoir et des différentes assemblées iraniennes. Donc c'est un pouvoir militaire. Dans ce sens-là, on peut parler d'un changement de régime, même s'il y a toujours un guide suprême complètement invisible qui ne communique que par écrit depuis qu'il a été nommé. Donc, pourquoi est-ce que ces hommes négocieraient? Peut-être parce que le Pakistan leur dit vous y avez intérêt. Vous allez rester à la tête de cet État et vous allez contrôler le pays, donc vous avez intérêt à apparaître comme des négociateurs parce que s'il n'y a pas si ça ne va pas plus loin, s'ils passent un accord, tout simplement ils seront au pouvoir en Iran. Tout simplement. Et il y a des hommes qui veulent être au pouvoir et qui se disent c'est une des manières de garder le pouvoir ensuite pour des décennies. Le Pakistan qui est physiquement présent en Iran, depuis quelques minutes à peine. Vous avez vu l'image, on va essayer de la rejouer pour vous. Image du chef d'état-major de l'armée pakistanaise qui est arrivé à Téhéran, accueilli par le ministre iranien des Affaires étrangères, monsieur Abakshi, qui était sur le tarmac pour cet accueil, ce qui semble se dessiner ces dernières minutes. Je vous dis vraiment, ces dernières minutes, c'est que les Pakistanais sont porteurs d'un message des Américains à destination des Iraniens pour tenter de relancer ces négociations. Il faut prendre cela avec des pincettes évidemment, parce qu'il y a encore quelques heures, en début d'après-midi, il était question d'un possible prolongement du cessez-le-feu, peut-être à cause d'une difficulté de reprise des négociations. Hélène Bonnet, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui est en train de se dérouler au moment où nous nous parlons?
Et tout simplement que ce travail de négociation, il est en cours. On le voit visuellement parce qu'effectivement, les Pakistanais sont l'intermédiaire, le médiateur, et donc ils vont directement discuter avec les Iraniens. Mais ce que nous apprennent aussi les médias américains, c'est que du côté de Donald Trump, vous avez toute cette équipe de négociateurs qu'il a autour de lui, qui passent des coups de téléphone, soumettent des propositions, des brouillons en quelque sorte, et il doit y avoir un effet d'aller et venue entre chaque camp, par l'intermédiaire du Pakistan, pour dire voilà notre proposition, voilà comment on peut avancer. De ce qu'on comprend, c'est que on se dirigerait vers des négociations dans les prochains jours avant la fin de ce cessez-le-feu, pour au moins peut-être, si ça fonctionne, se mettre d'accord sur une sorte de cadre. Et après, ce qu'avaient l'air de dire des responsables américains dans le média Axios, c'est que évidemment, il faudra bien aller bien au-delà. Dans ce cas, effectivement, peut-être que le cessez-le-feu devra être prolongé, parce que on peut se mettre d'accord sur un cadre. Derrière, il va falloir aller dans le détail. Et ça va prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais déjà poser le cadre, c'est un enjeu, et c'est la raison de la présence des Pakistanais en Iran. Avant de retrouver Raphaël Jérusalemi qui nous attend en Israël, colonel, vous vouliez réagir? Oui, dans la procédure, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut préparer une feuille de route. Et cette feuille de route, elle peut pas se faire comme ça dans une réunion de 20 heures avec un vice-président. C'est impensable. Donc là, on revient sur une norme habituelle qui, en fait, on prépare une feuille de route, elle est négociée, discutée, c'est un brouillon, ça se discute au téléphone, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le général pakistanais a probablement dans la poche une feuille de route qui paraît acceptable pour les Pakistanais et les Américains, sachant que les Pakistanais... Pour les Iraniens et les Américains, oui. Non, les Américains. Ça fait qu'en fait, aujourd'hui, les Américains ne discutent pas directement avec les Iraniens. Ça passe par les Pakistanais. Donc, les Pakistanais ont une feuille de route. Ils appellent les Iraniens. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, non. Hop. Et là, ils déboulent à Téhéran. Donc, on est sur la préparation, en fait, d'un cadre général de négociation. Et à partir de là, quand les deux parties sont d'accord, on se réunit. Et là, ça commence. La guerre du Vietnam, ils ont mis 4 ans pour trouver la résolution de la paix en 1973. Donc, si vous voulez, ça peut donner une espèce de longueur dans les discussions qui va prendre un certain temps par la force des choses. Oui, Donald Trump évoqué hier 48 heures avant une prochaine rencontre. On ne sait pas évidemment d'où il tient ces informations. Voilà, ça nous dit aussi peut-être quelque chose de la fiabilité de cette information-là. Raphaël Jérusalemi, sur les nouveaux dirigeants iraniens, ceux qui tiennent ce pays aujourd'hui, on imagine que vu d'Israël, évidemment, il n'y a aucune confiance en eux. Comment tenter de trouver un accord? Quel type d'accord même est-il possible de trouver avec eux? Alors, il s'agit effectivement de personnages encore pires que ceux qu'on a éliminés et qui étaient d'ailleurs sur la liste, qui pour l'instant sont épargnés, évidemment, pour les négociations. Mais on parle de véritables bouchers. Les 3 personnages que vous avez montrés sont ceux qui sont derrière les massacres des civils iraniens, les tortures dans les geôles. On parle d'horribles personnages. Ceci étant dit, ils sont absolument pas fiables sur le plan d'un accord. Alors, un accord, quel qu'il soit, il n'y aura pas de bon accord avec les Iraniens, il pourrait y avoir que de mauvais accords. Ce qu'il faut, c'est faire chuter le régime, et là, l'agenda israélien est complètement opposé à l'agenda américain. On ne peut pas négocier avec les représentants des mollahs et des gardiens de la révolution. Ils sont absolument pas fiables. Moi, je ne leur confierai même pas les clés de ma bicyclette. Donc voilà où on en est. Je terminerai en disant qu'il y a depuis toujours un aveuglement du ministère des Affaires étrangères américain et des gouvernements américains sur ce qu'est le Proche-Orient, sur ce que sont les dictateurs du Proche-Orient et comment ils arrivent à les mener en barque depuis des années. Au moins avec vous, les choses sont toujours claires, Raphaël Jérusalemi. Je vois que la petite valise a disparu. Je me demande bien où. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps de nous répondre en direct. On va accueillir André Caspi, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Historien, spécialiste des États-Unis, auteur de livres, Mes chroniques américaines. C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir, monsieur Caspi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez d'entendre ce qui a été dit, évidemment, au sujet de ces nouveaux dirigeants iraniens. Est-ce qu'il faut négocier avec eux? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? D'abord, est-ce qu'on peut faire confiance aux dirigeants américains? Je crois que ça serait d'abord la première question. Ça, c'est de la diplomatie vaticane. Vous répondez à ma question par une autre question, mais c'est vous qui avez le savoir ici. Je pense que la question de confiance repose essentiellement sur un rapport de puissance, de force.
si les Iraniens sont suffisamment forts pour imposer leurs négociateurs, il y aura une négociation possible. Et d'un autre côté, je voudrais savoir exactement ce que souhaitent les Américains, et je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que c'est la plus grande confusion qui règne à Washington. Une confusion qui tient d'abord, bien sûr, à l'échec au moins provisoire de Cyrus Vance, et excusez-moi, pas de Cyrus Vance, mais de J.D. Vance. Voilà, le vice-président. D'autre part, ça tient également aux propos un peu désorientés ou désorientants de Donald Trump, car depuis déjà plusieurs heures, sinon plusieurs jours, Donald Trump fait l'objet d'attaques de la part d'une partie importante de l'opinion américaine, notamment de la part des catholiques, et c'est à J.D. Vance évidemment de répondre, puisque Vance est lui-même catholique, mais cela veut dire au fond que pour l'instant, les buts de guerre des États-Unis ne sont pas très clairs, et je dois dire que les buts de guerre de l'Iran ne sont pas non plus très clairs, ce qui fait que le conflit continue. Eh bien, ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'on va essayer d'éclaircir tout ça ensemble. Lucas Manger, je vais vous demander de m'accompagner de votre écran géant, parce que on a appris aussi ces dernières heures, alors franchement on en apprend tous les jours, mais là c'est quand même extraordinaire, l'Iran se serait procuré un satellite espion chinois. Que sait-on ? On sait grâce au Financial Times qu'effectivement l'Iran a acheté en décembre 2024 la partie supérieure de cette fusée, un missile. Alors c'est très particulier, c'est ce qu'on appelle une livraison en orbite. C'est-à-dire qu'en fait c'est les Chinois qui ont tout géré, qui l'ont lancé, et ils ont vendu aux Iraniens un satellite une fois qu'il était en orbite. Donc comme ça, donc il n'y a pas de lancement, on ne peut pas le repérer. Il n'y a pas de traçabilité, il est déjà en orbite, il est vendu. Il a été acheté pour 36 millions de dollars par les forces spatiales des gardiens de la Révolution. Donc c'est très clair. Alors pour pouvoir être utilisé par les Iraniens. Ce que nous apprend le Financial Times, c'est qu'il aurait été utilisé très précisément pendant cette guerre, avec une résolution que les Iraniens n'avaient pas auparavant, une résolution qui va jusqu'à quelques centimètres, on parle d'un demi-mètre, 50 centimètres de résolution, ce qui a permis aux Iraniens, d'après le Financial Times, d'après leurs informations, vraiment de cartographier, de voir ce qui se passe. J'allais vous dire, on fait quoi avec une telle résolution ? Ça sert à quoi un satellite comme ça ? Officiellement, le satellite qui est vendu par cette compagnie chinoise sert pour l'agriculture et pour la surveillance océanique. Vous doutez bien que visiblement, il a été un tout petit peu détourné de son usage. Il a permis de visualiser très précisément, comme on voit sur cette carte, les bases américaines, et notamment serait à l'origine de la frappe très précise qu'il y a eu sur la base saoudienne de Prince Sultan. C'est celle qu'on voit là. Vous vous souvenez sans doute, Thomas, c'est le jour où cet AWACS, cet avion de surveillance, a été détruit par une frappe de missile. Cette frappe-là aurait été guidée depuis ce satellite chinois utilisé par les Iraniens, mais qui a permis aussi de voir d'autres bases dans la région, de surveiller. Et les Américains, visiblement, n'avaient pas cette information. Les bases là, on voit en Jordanie, au Koweït, mais il y a de très nombreuses bases au Moyen-Orient. Et grâce à ça, les Iraniens on a tous été surpris par la capacité inattendue, on va dire, des Iraniens de viser très précisément. La réponse était là, un satellite qui leur a permis d'avoir cette précision. Oui, dans le Golfe et en Israël, non seulement leurs frappes ont été précises, mais en plus elles ont gagné en précision au fur et à mesure du conflit. On va laisser s'asseoir parce que Donald Trump évidemment réagit à tout cela. Alors le président des États-Unis, il dit, vous allez le voir, j'ai demandé aux Chinois de ne pas armer l'Iran. On l'écoute. Le contexte peut-il affecter votre rencontre avec le président Xi ? Je ne pense pas. Après tout, il a besoin de pétrole, pas nous. Je m'entends très bien avec lui. Il vient de m'écrire une très belle lettre. Il vous a écrit une lettre ? Oui, il a répondu à une lettre que je lui avais écrite car j'avais entendu dire que la Chine fournissait des armes à... Enfin, on en parle partout, notamment à l'Iran, que la Chine fournit des armes. A-t-il dit qu'il en fournissait ? Oui, et je lui ai écrit pour lui demander d'arrêter. Il m'a répondu qu'en substance, il ne le faisait pas. Je vous vois sourire, André Caspi, je ne sais pas si ça doit m'inquiéter ou pas. Écoutez, c'est intéressant comme réflexion, mais je ne suis pas certain que ça corresponde véritablement à la réalité. J'imagine mal une correspondance entre le chinois et l'américain, une sorte de correspondance amicale, l'un disant à l'autre « Non, tu arrêtes d'envoyer des armes », et l'autre répondant « Mais bien sûr, je vais faire ce que tu me demandes ». Non, je crois que c'est pas comme ça que les choses se passent. Et ce qui se produit simplement,
simplement, c'est que la Chine a un intérêt primordial dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis, au départ de la guerre contre l'Iran, c'est-à-dire le 28 février, n'avaient pas pour but le détroit d'Ormuz. Ils avaient pour but de détruire l'armement nucléaire ou la possibilité pour l'Iran d'accéder à la bombe atomique. Ils avaient également pour but d'arrêter, si vous voulez, tout ce qui pouvait être les attentats de l'Iran, mais subitement, en somme, la guerre s'est déplacée. Aujourd'hui, la guerre, c'est sur Hormuz. Et évidemment, ça concerne directement la Chine. Donc, je pense que la Chine est très prudente, mais que d'un autre côté, Donald Trump a tout intérêt aussi à la ménager pour ne pas étendre davantage le conflit. On va faire un petit détour par les pays du Golfe où se trouve Jordan Olivier avec Bogdan Butka. On a évoqué la précision croissante des missiles iraniens, notamment concernant les installations militaires qui sont à portée de tir pour eux. Et il y en a énormément, et énormément ont été touchés pendant les 40 jours de guerre. Oui, alors ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que les pays du Golfe n'ont pas vraiment réagi pour le moment, alors même que ce sont des installations civiles qui ont été visées pour ces pays du Golfe. On parle par exemple de ports ou bien encore d'usines. Il n'est donc plus seulement question uniquement d'infrastructures militaires américaines, mais aussi d'intérêts économiques de ce secteur, de cette région. Alors, ce qui est intéressant et plutôt cocasse, c'est que la Chine est le principal partenaire commercial de ces pays du Golfe. Alors forcément, la situation, on peut l'imaginer, elle embarrasse Pékin qui parle de désinformation. L'Iran n'est pas très à l'aise non plus avec cette information. Du coup, Émiratis et Iraniens ont pris rendez-vous dans l'après-midi par téléphone. Ils ont échangé, alors officiellement pour parler du conflit au Moyen-Orient dans sa globalité, mais on peut facilement imaginer qu'à un moment ou un autre de cette réunion, eh bien, les Émirats arabes unis ont mis sur la table la question de ce satellite espion. Merci beaucoup Jordan Olivier avec Bogdan à Doha. Merci à tous les deux. Alors, évidemment, c'est de la sémantique, mais les mots ont leur importance, surtout en temps de guerre, surtout avec les Chinois, quand on parle d'un satellite espion, quand on parle de tout ce qu'on vient d'évoquer. Un satellite, c'est une arme ou c'est pas une arme ? Est-ce que les Chinois peuvent considérer qu'ils ont vendu un appareil qui permette aux Iraniens d'aller examiner les fonds marins et leur plaine de champs ? Non, c'est pas une arme, bien évidemment. Par contre, c'est un outil de renseignement. Et le renseignement étant la partie préliminaire d'un conflit, d'une guerre, en tout cas, de ce que vous allez faire par la suite. Donc, avoir un bon renseignement, ça facilite la guerre. Donc là, bien évidemment, on voit bien que les Chinois sont très gênés parce qu'ils sont alliés en même temps avec l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Donc ça veut dire que le fait d'avoir donné du renseignement, le fait d'avoir vendu un satellite à l'Iran, pose question à ses alliés potentiels. Et là, les Chinois ils doivent faire très attention parce que ils ont besoin de l'Iran, évidemment, pour le carburant, mais ils ont également besoin des pays du Moyen-Orient pour toute une série de raisons. Donc encore une fois, je pense que on va assister dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, à une espèce de danse du ventre un peu bizarre qui fait que les uns et les autres vont se défausser largement. Parce que je pense que cette opération met très très mal à l'aise les Chinois qui n'ont pas du tout envie d'être partie prenante dans ce conflit. Alors justement, puisqu'on parle de la Chine, vous savez qui était en Chine récemment, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, entre prolongation possible du cessez-le-feu, réarmement de toutes parts. Et alors, évidemment, qu'on continue d'évoluer sur une ligne de crête, certains ne perdent pas le nord, vous allez le voir. C'est le cas donc des Russes qui avaient déjà gentiment proposé de récupérer les 440 kilos d'uranium enrichi iranien. Ils ont maintenant, mesdames, messieurs, une solution toute faite pour mettre fin à la crise énergétique mondiale. Écoutez. La Russie peut parfaitement compenser la pénurie de ressources apparue en Chine et dans d'autres pays désireux de collaborer avec nous sur un pied d'égalité et dans un esprit de bénéfice mutuel. La Russie l'a affirmé à plusieurs reprises. Le président a également abordé cette question, notamment en lien avec le projet de la Commission européenne de rompre tout lien énergétique avec la Russie.
Voilà, et pourquoi pas, c'est tout bénef, ça permettrait à l'économie mondiale de repartir, à Vladimir Poutine de soutenir son pays et sa guerre en Ukraine. Plus sérieusement, André Caspy, c'est important ce qui est en train de se passer du côté russe, ce sont eux les grands bénéficiaires de ce bazar au Moyen-Orient ? Pour le moment, oui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis sont dans une situation difficile. Difficile vis-à-vis de la Russie, difficile vis-à-vis de la Chine, difficile aussi vis-à-vis de l'Iran, bien entendu. Et tout cela, en somme, cela tient à ce que les buts de guerre des États-Unis ne sont pas très clairs. Au fond, ils ont changé depuis le 28 février, et même aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que les États-Unis souhaitent faire. Alors, bien sûr, se désengager, rétablir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques jours. Donc ça veut dire que, au fond, pour l'instant, c'est un brouillard diplomatique qui règne dans cette région du monde, et ça permet à la Russie de revenir sur ce terrain alors qu'elle avait perdu pied déjà depuis quelque temps. On s'étonne beaucoup en ce moment. On parlait des mots et de la sémantique concernant ce satellite. Tout à l'heure, d'autres choix de mots qui interrogent ceux, devinez, de qui ? Du président des États-Unis, qui se promet, tenez-vous bien, c'est véridique ce que je vais vous raconter, un gros câlin chinois dès qu'il arrivera à Pékin le mois prochain. Mathieu Kerman, on a vraiment besoin de vos lumières. Dans quel cadre ces mots ont-ils été écrits ou prononcés et pourquoi ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que Donald Trump a donc posté ce message sur ses réseaux sociaux ce matin, après son interview qui a été diffusée à la télévision américaine sur Fox News. Et vous l'avez dit, Donald Trump qui tente très clairement d'apaiser les tensions avec la Chine et avec Pékin, parce qu'il y a un élément très important qui figure à l'agenda du président des États-Unis d'Amérique. C'est le 14 mai prochain. Donald Trump se rendra en voyage officiel en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Il faut donc apaiser les tensions. Ce voyage a été reporté déjà à plusieurs reprises en raison de cette guerre en Iran. Et Donald Trump écrit que la Chine est ravie que je rouvre définitivement le détroit d'Ormuz. Je le fais aussi pour eux, dit Donald Trump. Alors la phrase, vous l'avez dit, qu'il faut retenir de ce message posté ce matin sur Truth, c'est celle-ci. Le président Xi me fera un gros câlin lorsque j'arriverai à Pékin dans quelques semaines. Mais il tente d'apaiser les tensions, mais il y a tout de même cet avertissement à la toute fin de ce message. N'oubliez pas, nous sommes très doués pour nous battre. Si nous devons le faire, nous le ferons, dit Donald Trump, bien mieux que n'importe qui. Alors vous le voyez, Donald Trump tente donc de calmer le jeu, de faire redescendre la pression, alors que la Chine exporte près de 80% du pétrole iranien. C'est donc un enjeu primordial, le détroit d'Ormuz, que ce soit pour la Chine et les États-Unis. Mathieu Kerman, devant les grilles de la Maison-Blanche. J'espère que vous allez pouvoir sortir de prison, Mathieu, et que tout va bien. Merci aussi à Julie Janus pour les images. Cette relation particulière entre Donald Trump et Xi, elle est vue comment de Pékin ? Hélène, d'abord, peut-être. Depuis Pékin, alors je suis pas dans le secret des autorités chinoises, mais ils sont quand même extrêmement. Enfin, vous n'aurez pas de réponse à ce message de la part des Chinois, c'est-à-dire que Xi Jinping va pas prendre son réseau social et répondre à Donald Trump de la même manière. Il y a, je pense, beaucoup de prudence, beaucoup d'observation du côté des Chinois qui regardent vraiment ce qui est en train de se passer, et aussi cette volonté à la fois d'agir, mais plutôt en sous-main, c'est-à-dire de s'impliquer diplomatiquement, mais sans risquer d'apparaître comme un belligérant. Donc c'est pour ça que cette histoire du satellite les embarrasse. Mais bon, il y a ce rendez-vous, effectivement, Mathieu en a parlé, mi-mai, qui est très important. Il n'y a pas intérêt à ce que les tensions montent quand même au maximum. D'où aussi côté américain ce discours, c'est-à-dire on essaie d'apaiser et en même temps on continue à dire attention, on reste nous les plus forts et on va pas se laisser faire. On va mettre ça sur le compte de l'humour, le fameux humour de Donald Trump. Donald Trump qui a choisi plusieurs grands médias pour s'exprimer, vous le savez, ces dernières heures. Et en France, c'est Margot Haddad qui a pu parler au président des États-Unis sur LCI. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous allez tout nous raconter. Alors moi je vais vous poser une question un peu idiote, mais on me l'a posée 15 fois depuis hier. C'est difficile d'obtenir le numéro de téléphone du président des États-Unis ? Ah oui, très difficile.
difficile même, c'est des mois de travail, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est un travail journalistique en amont pour essayer d'être dans les bons réseaux, savoir à qui parler. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est une journaliste à Washington assez connue qui me l'a donné, c'est si tu veux avoir quelque chose à Washington, ne passe jamais par les canaux officiels, passe par les canaux officieux. Et donc c'est des mois de travail, notamment sur le terrain, qui vous permettent d'accéder à ce niveau de contact. Alors, c'est une chose évidemment d'obtenir le numéro. Comment vous avez réussi à lui parler ? C'est l'appeler aussi plusieurs fois, ne jamais se décourager. Il n'a pas décroché la première fois, c'est ce que je veux dire. Non, pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, j'ai envie de vous dire, cher Thomas. D'ailleurs, une fois, la seule fois où ça a décroché, c'est son assistante, Nathalie Harp, qui est cette jeune femme qu'on voit toujours avec une imprimante derrière lui pour essayer d'imprimer ses tweets ou imprimer des discours qu'il veut faire de manière impromptue. Et c'était quand il était à Mar-a-Lago, quand il est au golf. Et souvent, les journalistes de la Maison-Blanche, pas tous, mais ceux qui ont ce contact-là, vous disent le meilleur moment pour l'appeler, c'est soit quand il est au golf, le week-end, soit entre 23h et 1h du matin, parce que c'est le moment où il regarde les chaînes infos, où il essaie, parfois il tweet, il envoie des troufs, etc. Ou sinon il regarde les vidéos qu'on lui envoie sur son téléphone. Donc c'est un moment où il est sur son téléphone. Là, c'était à 19h30 heure française, donc pas du tout au moment où il était ni au golf, ni dans un moment calme. De la chance, s'il en faut, on a contextualisé. Voici ce qu'il vous a dit, Donald Trump. This is Margot from French TV. Do you have 5 minutes? I can't talk to you now, but we're doing very well, and I love France, okay? What do you want to tell to Emmanuel Macron? I'm at a meeting dealing directly with Iran, so I can't talk to you now, but we're doing very well. And I love France. Voilà la coulisse de ce qui se passe pendant que vous avez écouté Donald Trump. Lucas Manger a tenté de voler le téléphone de Margot Haddad pour se procurer le numéro de Donald Trump. C'est sincère ce I love France où il dit ça à tout le monde à chaque fois que quelqu'un appelle d'Allemagne, I love Germany, d'Angleterre, I love the UK. C'est la première chose qu'il fait en général quand il croise une journaliste ou un journaliste français. Il a son meilleur souvenir, c'est son fameux dîner au Jules Verne avec Emmanuel Macron. Voilà, on les voit sur les images et c'est un moment qui vraiment lui est resté en mémoire. Il a trouvé ça magnifique, c'était la veille du 14 juillet et donc ça c'est un souvenir extraordinaire et si vous le lancez là-dessus, il peut vous en parler pendant des heures. Tout son entourage me l'a dit quand j'étais à Washington et on m'a dit d'ailleurs parle-lui de ça pour essayer d'avoir son attention. Ça va l'amadouer. Ouais, non mais là au final en fait ce qu'on m'a dit c'est le plus dur c'est de le garder le plus longtemps possible au téléphone. Ouais. Et là c'est la réalité, il est resté 30 secondes au téléphone. Bon, il était en réunion de crise sur l'Iran. Alors justement, le contexte, est-ce que vous savez ce qu'il faisait quand vous l'avez appelé ? Oui, alors j'ai eu les coulisses à posteriori. Bon, ce qu'il me dit dans le coup de téléphone qui a duré 30 secondes, c'est de me dire qu'il est en réunion de crise sur l'Iran, qu'il parle directement avec l'Iran. Et c'est vrai qu'on a mis du temps à décrypter exactement ce qu'il est en train de dire. Il était avec qui et où dans... Et j'ai appris a posteriori qu'il était avec Steve Witkoff dans le bureau ovale. En plus, on a vu Matthew Kerman qui est actuellement à la Maison Blanche. On voit bien dans les duplex qu'il y a un Marines devant la porte du bureau ovale, donc ça veut dire que Donald Trump est à l'intérieur du bureau ovale. Et j'ai appris par des personnes à la Maison Blanche juste après qu'en fait il y avait Steve Witkoff qui devait appeler le ministre des Affaires étrangères Araghchi au moment où j'ai appelé. Et vous étiez sur haut-parleur ? Et j'étais sur haut-parleur. Voilà. Oui, effectivement. Alors ça c'est une habitude qu'il a quand il est avec ses équipes. Je ne le savais pas, mais il met les journalistes sur haut-parleur. Lucas ? Et moi j'ai une question, c'est il répond donc à des numéros inconnus ou bien votre numéro, Margot, était dans son téléphone déjà ? Alors c'est une très bonne question parce que moi ça fait plusieurs mois que je travaille avec son entourage. Je sais qu'il est au courant que j'écris un livre sur lui. Donc son réseau, en fait, si vous obtenez le numéro de téléphone, c'est que vous avez accès déjà au réseau, au cercle restreint autour de lui, les fameux canaux officieux, parce que Donald Trump, c'est pas n'importe quelle administration, c'est pas l'administration Biden, c'est pas l'administration Obama où tout était cloisonné. Là, vous avez des canaux complètement différents, c'est des règles totalement différentes. Et une fois qu'il sait que son numéro a été passé à quelqu'un, c'est soit des journalistes, soit une diplomatie étrangère. Et ça fait des mois que je lui envoie des textos auxquels il ne répond pas. Mais voilà. Donc j'ai un titre pour le livre, 30 secondes. Voilà. Moi, j'espère que j'aurai plus d'ici la sortie, Thomas. Moi aussi. Pour vous. En plus d'avoir pris le temps de parler à Margot Haddad. Je suis très accessible au téléphone. Alors le numéro de Donald Trump.
06 92 62 22 22. C'est une blague, évidemment. En plus d'avoir pris le temps de parler à Margot Haddad, Donald Trump a répondu à Fox News, ABC, New York Post. Entretien évidemment séparé. Qu'est-ce que ça nous dit, André Caspi, de sa stratégie de communication ? Je crois que ça dit que sa stratégie de communication va dans tous les sens. Et c'est-à-dire qu'il répond quand ça lui chante et quand il pense que c'est utile. Et d'après ce que j'ai lu, il communique beaucoup par message la nuit. Il n'hésite pas en somme à taper sur son téléphone et il donne beaucoup d'informations pendant la nuit. Alors je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais il dort très peu finalement. Oui, il dort extrêmement peu et ce que je disais tout à l'heure, il est entre 23h et 1h du matin, c'est le moment où il regarde les chaînes d'information et où il est sur son téléphone, donc c'est là où on m'a dit que j'aurais le plus de chance. C'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il décroche à ce moment-là. Je pense que dans toutes les tentatives que j'ai pu faire d'appeler Donald Trump, c'était celle à laquelle je m'attendais le moins. Alors, Margot a écrit un livre sur Donald Trump. On a Hélène Bonnet qui a fait 257 reportages environ sur Donald Trump, grand format pour la plupart. Cette communication, cette hyper-communication, on peut en rire, on peut s'en moquer, mais c'est lui qui mène le bal en permanence. Je crois que ça dit surtout que si Donald Trump a au moins une qualité, c'est justement cette maîtrise de la communication. Il n'en a absolument pas peur. C'est-à-dire qu'il doit donner des sueurs froides à peu près à tous ses communicants, mais il s'affranchit totalement. En fait, il n'a pas peur de décrocher à Margot, à d'autres journalistes de la Maison-Blanche et de parler, peu importe le moment, peu importe l'enjeu. Et ça représente un risque, mais il est justement, il connaît tellement ça que ça ne lui pose aucun problème. Et c'est quelque chose que soulignaient les personnes qui couvrent la Maison-Blanche depuis déjà plusieurs années, qui n'ont pas fait que le mandat de Donald Trump, c'est ils lui reconnaissent au moins cette qualité, c'est d'avoir totalement, finalement, d'être beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que vous aviez Obama qui maîtrisait extrêmement sa communication, qui était très bon communicant aussi, mais qui verrouillait beaucoup. Joe Biden qui a été très protégé pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées sur ce plateau. Son état de santé notamment. Et mais vous avez un Donald Trump, et ce qui fait qui communique et qui peut prendre des questions d'à peu près n'importe qui, ce qui fait que vous pouvez être à la Maison Blanche et il n'a pas forcément l'habitude de vous avoir vu, mais si vous faites partie des journalistes et que vous lui lancez une question, vous n'êtes pas à l'abri qu'il puisse y répondre, et donc ça le rend beaucoup plus accessible. Ça crée, et je termine par ça, un flot de paroles aussi, qui à l'inverse, qu'il faut décrypter et qui est extrêmement dense, mais il occupe le terrain comme ça. Et qui alimente évidemment par, épisodes et saisons, les sagas de tout ce qu'il produit ou contribue à produire dans le monde. Il a fait exploser le mode de communication traditionnel des politiques Donald Trump. Est-ce que ce qu'il arrive à faire, lui, c'est le nouveau modèle de communication politique ? Alors, je pense qu'il faut distinguer les États-Unis aussi et le reste du monde, parce que je pense que je me pose la question si c'est on peut le reproduire par exemple en Europe de la même façon. Très clairement, cette politique est un peu tous azimuts, c'est-à-dire il utilise tous les outils à sa disposition. Le téléphone, on pense à Obama, à qui on a, à l'époque c'était une BlackBerry, à qui on l'avait enlevé. Il pouvait pas parler. Aujourd'hui, le smartphone, Trump il parle constamment. Ce qui est intéressant, c'est que son rapport avec la presse a toujours été assez, on le sait, conflictuel, mais clairement, il a quand même besoin et il l'utilise beaucoup et il communique beaucoup. Voilà, écoutez, c'est ce qu'on pouvait dire de cette communication de Donald Trump. Merci Margot et bravo pour ce coup de fil, bravo pour ces bribes d'informations qu'on a quand même réussi à avoir, c'est important. Elle alimente notre réflexion, notre connaissance de l'actualité. Merci beaucoup André Caspi d'être venu sur ce plateau. Merci à Lucas Manger, le colonel père de Young, et évidemment Hélène Bonnet pour toutes les explications. Elisabeth, merci aussi, je vous ai pas oublié. Le Grand Dossier, vous savez que c'est aussi une émission qui s'écoute en podcast, que vous pouvez retrouver tous les jours sur vos plateformes habituelles, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Le QR code, c'est en bas de votre écran. N'hésitez pas, c'est important.